Ben voilà, je m'appelle Pascal Boucher et je donne des cours d'alchimie sur l'ésotérisme alchimique, en voie intérieure, depuis 2003. Voilà. Donc c'est une passion que j'ai. Je suis aussi thérapeute et je donne des soins énergétiques. Je travaille beaucoup aussi avec la tradition chamanique, donc je suis très intéressé et puis j'ai essayé d'allier les deux. En gros, qu'est-ce que l'alchimie et quels sont les principes de base? Alors l'alchimie, c'est une école en fait, et c'est une tradition initiatique, ésotérique, occidentale qu'on a nous en Occident, hein, et qui touche les fondements de ce qu'on appelle l'art des transmutations. Et donc, en peu de mots, si je pouvais parler d'alchimie, c'est l'art des transmutations. Et cet enseignement nous vient des écoles des mystères, qui étaient dans l'Antiquité, qu'on retrouvait en Grèce, en Égypte, en Perse. Dans ces écoles des mystères, on apprenait justement à l'être humain, à, aux disciples qui étaient là-dedans, de suivre ces cours et de pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'art des transmutations, connu aussi en Grèce sous l'art des métamorphoses de l'âme. Voilà. L'art des métamorphoses de l'âme, c'est comment arriver à se transformer, commencer à évoluer, hein, pour pouvoir apprendre à s'épanouir. Et c'est-à-dire de transformer une vie que l'on subit tous les jours, sans trop savoir ce qu'on fait là, en subissant son destin, à pouvoir apprendre d'abord à savoir qui l'on est, réellement, hein, c'est ça le plus important. Quelles sont nos qualités, nos dons, quelles sont nos véritables aspirations en dehors de toutes les injonctions familiales, culturelles, pour arriver à savoir où va son cœur et où on veut aller et qu'est-ce que l'on peut réaliser. Et ensuite le mettre en place. Et justement, comment est-ce que l'alchimie elle peut nous amener vers une ouverture vers la voie du cœur? Alors la voie du cœur, c'est une voie qui est très chère à l'alchimie. Alors, je parle en voie interne, s'entend, hein. En fait, nous avons plusieurs voies en alchimie. Nous avons ce qu'on appelle essentiellement 2 principales, à savoir la voie brève et la voie longue. Donc dans la voie longue, on va travailler plutôt sur l'élaboration des vertus, le développement des pouvoirs, des qualités, hein. Parce que finalement, quand on veut réaliser un projet, quelque chose qui nous est cher, il est important d'avoir les moyens, se donner les moyens de les réaliser, mmh. Mais avant de ça, il est important de savoir, qu'est-ce qu'on désire? Ce pourquoi on est fait? Quelles sont nos aspirations? Parce que là où se trouvent réellement nos aspirations profondes, véritables, qui sont dans notre cœur, hein, là se trouve en fait notre voie. Et cette voie, on est obligé pour cela de faire tomber les illusions du plan mental, des croyances, des injonctions familiales, de l'éducation, de la culture, des fois même de l'hérédité, hein. C'est-à-dire des fois on a des injonctions qui nous viennent de la mémoire des ancêtres, par exemple. Et pour arriver à justement à se débarrasser de tout cela, hein, eh bien, il y a toute une pratique qu'on appelle la voie brève, qui est justement détruire les illusions. Et le but de cette destruction des illusions est d'arriver à ouvrir le cœur, c'est-à-dire à savoir qu'est-ce qu'il y a réellement au plus profond de son cœur. Et là commence vraiment la voie. Alors, nous avons ces procédés en voie brève, qui est une voie difficile, occulte, secrète d'ailleurs, hein, qui consiste à faire tomber les illusions. Parce que moi, je vois beaucoup de personnes qui demandent et qui se disent, voilà, moi je veux la vérité, tout le monde est pour la vérité, mais personne ne veut renoncer à ses illusions. Or, en alchimie, la vérité est là, elle est en chacun de nous, elle fait partie de notre vie, parce que la vérité, c'est la vie, tout simplement. La vraie vie, ce que nous sommes et pas ce que nous croyons être. Et donc, pour cela, nous allons d'abord détruire les illusions. Parce qu'à chaque vérité que l'on veut obtenir, il va falloir renoncer à une illusion. Parce que selon l'axiome hermétique, ce sont les illusions qui sont ce qu'on appelle l'écorce, qui recouvre cette pure lumière qui est la vérité, qui est véritablement liée à ce que l'on est, à notre vie et à notre inspiration, ce qu'on appelle la teinture d'âme. Voilà, donc ce travail dans la voie brève passe par les dissolutions. Alors il y a tout un protocole, hein, comment lâcher prise, comment arriver à laisser tomber les illusions, des fois même des dissolutions, hein, qu'on appelle mourir pour renaître, mourir à une illusion pour pouvoir renaître à la vérité. On va faire même tomber des dogmes, des croyances, des principes moraux, etc., qui étaient utiles à une période, hein, et qui ne sont plus maintenant, pour pouvoir retrouver réellement ce qu'il y a dans notre cœur. Et quand on a réussi à découvrir cela, après, le deuxième champ d'application va commencer avec la voie longue, qui consiste à réaliser cette aspiration qui est dans notre cœur. Vous l'aurez compris, quand les deux sont parfaitement mariés,
nous obtenons la troisième voie, qui est la voie royale, qui est la voie du cœur, réellement. D'ailleurs, c'est intéressant de parler de cela, parce que, pour moi, la voie du cœur est la principale. D'ailleurs, dans la voie brève, le but, ce n'est pas d'obtenir obligatoirement la pierre philosophale directement, c'est d'abord d'obtenir ce qu'on appelle le soufre secret, le soufre natif. Et le soufre natif, on le représente par le soleil naissant. Et le soleil naissant, c'est ce qui correspond au cœur. D'ailleurs, si on fait les correspondances avec l'astrologie, nous verrons que le cœur est dominé par le signe du lion, et le lion lui-même dominé par le soleil, qui est le symbole du soufre en alchimie. Voilà, donc dans cette voie brève, c'est la voie du cœur, c'est essentiellement ce qu'il y a dans le cœur, la voie des passions. On va faire tomber les illusions du plan mental. Dans le second œuvre, c'est l'inverse. On va se mettre en travail à ce que le mental se mette au service des désirs du cœur. Une fois qu'ils ont été trouvés, les désirs authentiques. Je ne parle pas de fantasmes de pouvoir ou d'illusions, d'injonctions. Il s'agit vraiment d'arriver à trouver ce qu'il y a authentiquement dans le cœur, parce que c'est là-dedans que se trouve notre projet-sens, notre réalité dans cette vie-là. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est là pour être seulement un élément productif de cette société, pour être un bon père, une bonne mère, un bon grand-père, une bonne grand-mère, un bon vieillard, une bonne vieille, et un bon cadavre au cimetière? Ou est-ce qu'on est là pour peut-être réaliser des aspirations de notre âme? Parce que notre âme qui s'est incarnée ici-bas, elle l'a fait pour quelque chose de précis, elle a peut-être des rêves à réaliser ici-bas. Parce que c'est une expérience extraordinaire, l'incarnation. C'est une manière de pouvoir, c'est en étant incarné que l'on peut incarner les rêves et les désirs. Comme un artiste, par exemple, il a une image dans la tête, il va la réaliser dans la matière, à travers la peinture, la sculpture. Et c'est ça. Et d'ailleurs, l'alchimie est un art, on l'appelle le grand art. Et la vie est un art, tout simplement. L'art de vivre. Mais oui. Et du coup, tu nous parles de ces trois voies alchimiques. Et est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une voie propre, unique, un peu ultime en alchimie, ou alors pas du tout? Oui, il y a une seule et unique voie en alchimie. Finalement, même les alchimistes eux-mêmes nous disent, et ne nous croyez pas lorsque l'on parle de multiples voies, voire même de deux voies principales radicalement différentes. Ne nous croyez pas, il n'y a qu'une seule et unique voie, une seule et unique manière de procéder. Et cette voie, il l'appelle notre voie, ou la voie nôtre. Alors c'est intéressant parce qu'on verra que dans l'alchimie classique, il y a des auteurs qui vont défendre, par exemple, même dans la pratique, la voie de l'antimoine, la voie du fer, la voie du mercure. Et ce sont tous des véritables auteurs. Et pourtant, ils nous disent tous, malgré la multiplicité des voies, il n'y a qu'une seule et unique voie. Et ils disent notre voie. Alors j'ai longtemps cherché, j'ai cru qu'il s'agissait d'une voie secrète, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent, une voie un peu, un club fermé, vous savez, il y a juste une élite qui peut y aller, c'est-à-dire circuler, rien à voir. C'est la voie nôtre, comme ils disaient, notre voie. D'ailleurs, ils emploient le terme de matière, ils disent notre matière, notre feu, nos principes. À chaque fois, ils disent notre. Et à un moment, j'ai compris. J'ai compris que ce n'était pas une voie élitiste. Et quand ils disent notre voie, cette voie est unique parce qu'elle est propre à soi-même. Elle est propre à nous-mêmes. Et c'est là que j'ai compris qu'en alchimie, on ne parcourt pas une voie, on ne suit pas une voie. On trace sa voie. On ouvre sa voie. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que quand je dis ouvrir sa voie, les alchimistes nous parlent du travail alchimique, ils nous disent c'est un labeur. Et plus loin, ils nous disent c'est un labour. Et d'ailleurs, ils représentent les alchimistes par des labourants, ou des laboureurs. D'ailleurs, c'est le nom qu'on donne aux alchimistes, des laboureurs. Pourquoi? Parce que l'image de l'alchimiste qui ouvre sa voie est représentée, en effet, par un laboureur qui trace un sillon dans la terre, de cette existence qui au départ paraît stérile, pour la rendre fertile et produire de multiples choses. Donc la voie est unique parce qu'elle est propre à soi-même. Et c'est pour ça qu'on dit notre voie. Je l'ai compris quand j'ai écouté Urbiger qui disait la voie nôtre. Au lieu de dire notre voie, il disait la voie nôtre. Et là, j'ai compris qu'elle est propre à soi-même. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme de suivre une voie, en alchimie, n'a pas lieu. C'est tracer sa voie ou ouvrir sa voie. Et le terme d'ouvrir est extrêmement important. Ce n'est pas un mot dit au hasard. Chaque mot est important en hermétisme et en alchimie. Ouvrir signifie, en alchimie, dissoudre.
Et en alchimie, la maîtresse clé de l'œuvre, de toutes les opérations qu'on va voir dans le grand œuvre alchimique, elles sont multiples, croyez-moi, conjonction, précipitation, albification, décantation, etc., sublimation, toutes ces opérations, selon même Fulcanelli, nous dit, toutes ces opérations ne sont que le résultat d'une préalable dissolution. Et la dissolution, le secretum secretorum, c'est la maîtresse clé de l'œuvre. Or, c'est très étonnant parce que derrière les dissolutions, qui souvent sont représentées par l'axiome mourir pour renaître, et on montre souvent les affres de la dissolution par quelque chose d'horrible, de terrible, d'une mort, etc. En fait, c'est complètement faux. Les alchimistes disent, quand ils vont dissoudre un métal, qu'ils vont l'ouvrir pour le rendre vivant. Pour le rendre vivant. Parce qu'un métal sorti de la mine est comme mort. Mais en fait, ils parlent de nous. Et nous sommes vivants en surface. Mais intérieurement, nous sommes comme morts. Il faut donc dissoudre ce métal, c'est-à-dire cette apparence, cette coque. Pas aller plus loin, hein. Quand je parle de la coque, on peut parler de l'écorce. L'apparence, et plus loin, le masque, d'où vient le mot persona, personnalité, qui est donc l'ego. Cette image que l'on a de soi, dans laquelle on est emprisonné, étouffé, enfermé comme dans un sarcophage. Et les alchimistes vont vous apprendre à ouvrir ce sarcophage pour libérer cet esprit qui est dans le cœur, qui est au centre de toute chose, et à savoir qui on est et qu'est-ce que l'on veut. Et là commence la voie. Et on va commencer à la tracer, à l'ouvrir. Et d'ailleurs, ça va tellement loin que je pense que ce qu'on appelle le grand œuvre en alchimie est pour moi le grand ouvre, qui est constitué de 3 œuvres qui sont les 3 ouvres, les 3 ouvertures. Œuvre, ouverture, œuvrer, vous comprenez, ouvrir. Et toute la maîtresse clé de l'œuvre est justement l'ouverture. L'ouverture de quoi? L'ouverture du cœur. L'ouverture de ce qu'on appelle l'œil du cœur, celui qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout, qui est au centre de toute chose, qui est cet esprit originel de lequel nous tirons notre origine, notre racine, cet esprit central qui est à l'origine de toute chose dans l'univers, cet esprit logé comme une mémoire en toute chose, qui n'attend qu'une chose, qu'on le libère pour qu'il manifeste ses plus grandes qualités. Là commence la voie. Alors, je t'entends parler beaucoup de symbolique, d'ouverture du cœur, de travail sur soi. En fait, dans l'imaginaire populaire, on parle souvent de la recherche de l'or. Donc, je voulais juste revenir là-dessus. Est-ce que les alchimistes, finalement, ils arrivent vraiment à trouver de l'or? Oui, alors il y a une voie exotérique de l'alchimie. Alors il faut comprendre, c'est un peu compliqué parce qu'en Occident, c'est ambigu. Si vous voulez, dans l'Orient, parce qu'il y a une alchimie orientale, hein, qu'elle soit chinoise, indienne ou bouddhiste, les choses sont clairement établies. Il y a une alchimie interne, en voie interne, et il y a une alchimie externe. Donc ils vont travailler sur des supports, comme par exemple, en Orient, c'est plutôt le cinabre, hein, vous savez, c'est le sulfure qui donne le mercure, qui contient le mercure, hein, le minerai, la minière du mercure. Et en Occident, on va travailler soit sur le mercure directement, puis il y a plusieurs voies exotériques sur l'antimoine, etc. La problématique, c'est qu'en Inde, ces 2 choses sont très clairement établies. En Occident, c'est très différent. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque où l'alchimie est apparue, à savoir au Moyen-Âge essentiellement, hein, la religion catholique régnait en maître, et chrétienne régnait en maître sur l'Occident. Alors, je n'ai rien contre la chrétienté, absolument pas, hein, mais il faut savoir que cette religion, tout ce qui touchait le domaine de l'âme, de l'évolution, de l'âme et de la spiritualité, était chasse gardée. Et c'est vrai que c'était un monopole et qu'elle ne supportait pas la concurrence. On voit ce qui est arrivé par exemple au Qatar, hein, on était déclaré hérétique. Dès qu'on commençait à parler de spiritualité et de domaine d'évolution de l'âme, on était déclaré hérétique et du coup on se retrouvait sur le bûcher. Donc les alchimistes très prudents ont toujours entretenu cette ambiguïté et se sont cachés derrière les métaux, à travers l'allégorie métallique. Donc il n'y avait plus de concurrence à l'Église. On ne faisait plus concurrence, et on ne finissait pas comme les cathares ou les templiers ou comme les pauvres guérisseuses qui finissaient sur le bûcher, hein, parce qu'elles touchaient le domaine spirituel. Cela dit, il y a toujours eu une alchimie spirituelle qui a été clairement énoncée par les alchimistes eux-mêmes. D'ailleurs, c'est une mystique carrément. Et quand je dis mystique, ce n'est pas un mot au hasard, parce que cet enseignement de l'alchimie en Occident nous vient de la Grèce antique, qui elle-même l'a hérité des écoles des mystères. Et dans ces écoles des mystères, que ce soit en Égypte,
en Perse et même en Inde sont arrivés en Grèce par le croisement des cultures. Entre autres, il est mentionné en Grèce, par exemple, que Dionysos a ramené ses initiations, ses mystères, les bacchanales, de retour d'Inde. Donc c'est bien la mention de l'apport d'une école, qui ensuite sera transmise en Occident, sous la forme de différents courants, à savoir la voie romaine et la voie hispanique, à travers laquelle sont passés les alchimistes musulmans, qui ont récupéré toute la science des philosophes grecs, puis juifs, à travers la Kabbale. Et cette voie est la voie hispanique. Et ce n'est pas pour rien que parmi les premiers alchimistes, nous avons Raymond Lull. Donc, jusque-là, tout va bien, et cette mystique qui a été transmise nous vient des écoles des mystères. Or, quoi qu'on dise, on pourra me dire ce que l'on veut, dans les écoles des mystères, que ce soit les temples égyptiens, les pyramides ou ailleurs, les temples d'Isis par exemple, ou d'Osiris, ou que ce soit dans les mystères d'Agra, ou les temples d'Élusis en Grèce, que ce soit en Perse avec les mystères de Mitra, ou même chez les hindous, avec les mystères du tantrisme, parce que c'était des tantristes qui étaient alchimistes à l'époque, eh bien, on ne me fera pas croire que dans ces temples-là, il y avait des cornus, des distillateurs, et on travaillait à savoir comment mélanger tel métal, tel truc. Les temples des mystères, c'était un travail sur soi. Et l'art des transmutations, c'était l'art des transmutations de l'âme humaine. Voilà pourquoi. Parce que le protocole de base de l'alchimie part du principe, en tout cas dans sa vision de ce qu'on appelle l'hermétisme, part du principe qu'à l'origine, tout était une pure lumière divine, qu'on appelle la lumière vive, une lumière invisible, ce n'est pas la lumière physique que nous connaissons, qui n'est claire que la surface des choses. Cette lumière était une lumière vivante, contrairement à la lumière figée de l'extérieur, et cette lumière vive était une pure lumière spirituelle, divine, qui était donc là avant la création, qui par conséquent était donc en dehors de l'espace-temps, donc immortelle, éternelle et infinie. Et sous l'action d'un mystérieux agent, cette lumière s'est condensée peu à peu pour donner naissance à la création physique, matérielle, tangible, jusqu'au règne plus dense que nous connaissons, nous, sur Terre, ici-bas, à savoir le règne minéral et métallique. Donc, en bref, tout dans l'univers n'est que de la lumière vive condensée. Alors évidemment, une fois que la matière est condensée, sous le règne minéral, elle paraît morte, inerte. En fait, elle est juste dans un état de torpeur. Elle ne peut pas être morte, puisqu'elle est éternelle et immortelle. Alors, si l'on va plus loin, comme les alchimistes considèrent que l'homme est un microcosme, fait à l'image de macrocosme, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Eh bien, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes le résultat d'une pure lumière divine qui, sous l'action d'un mystérieux agent, s'est condensée peu à peu pour donner naissance à Bibi, à la personne que vous voyez qui est là. Et donc, ce que moi je crois être, par exemple, moi, ça, mes qualités, mes défauts, Tartampion, un tel, eh bien, c'est une illusion. C'est l'illusion de mon mental, c'est ce que je crois être. Or, c'est complètement faux. Je ne suis pas ça. Je suis bien plus. Je suis cette lumière qui a fabriqué ce corps d'abord, en se condensant a donné naissance à ce corps, et c'est exactement ce qui s'est passé quand la mère est enceinte. C'est pas la mère qui va construire le corps dans le ventre. Il n'y a pas de maçon avec des truelles qui construit, qui assemble les molécules pour faire des cellules et qui assemble des cellules pour faire des organes. C'est la vie de l'embryon lui-même qui assemble les éléments que la mère lui donne, les éléments génétiques, qui va les assembler pour fabriquer ses propres organes. Donc nous avons nous-mêmes notre vie, et nous sommes certainement plus cette vie que de ce que nous croyons être, et d'une intelligence extraordinaire, parce que c'est elle qui a bâti ce corps, constitué de milliards de cellules, de centaines de milliers de milliards de cellules, de neurones, avec toute la science qui va avec, cette connaissance extraordinaire. Et si on va plus loin, excusez-moi, cette lumière, puisque nous sommes un microcosme à l'image du macrocosme, est à l'image de la lumière qui a créé le macrocosme, c'est-à-dire la lumière du monde. Donc le but des initiations des écoles de mystère n'est pas d'aller chercher la lumière là, en suivant telle voie ou telle voie. Elle est d'arriver à libérer cette lumière qui est en nous-mêmes. L'alchimiste, c'est un peu le savant fou dans son laboratoire. Et en fait, on réalise qu'il y a une partie très pratique, finalement, très concrète, presque dans la vie de tous les jours, qui est vraiment liée à l'essence même de la vie. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, tout à fait. Alors, le simple principe déjà de base, alors oui, il y a eu une tradition dans le Moyen-Âge occidental, surtout d'ailleurs de l'alchimiste praticien qui élaborait ces métaux,
mais dans le secret, dans le laboratoire. Et c'est vrai que contrairement à d'autres domaines, l'alchimie ne semble pas. Il y a très peu de cas d'école de l'alchimie. C'est chaque individu dans son coin. Bon, les choses ont évolué maintenant. De toute façon, on s'est aperçu d'une chose, un principe de base en alchimie et en hermétisme d'ailleurs, qui est que si l'homme est un microcosme fait à l'image de macrocosme, l'inverse est aussi possible et vrai. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire d'ailleurs que les alchimistes considèrent que le monde concret, physique, incarné, ce grand monde dans lequel nous sommes plongés, et qui nous entoure, hein, moi le macrocosme commence à partir de ce canapé, hein. Dès que c'est autour de moi, je suis dans le macrocosme, eh bien, est aussi à mon image. Ça va très loin parce que ça part du principe que finalement, il n'y a rien que je puisse appréhender qui n'existe pas déjà en moi, à l'intérieur, hein, d'une manière ou d'une autre. Et que sinon, je ne pourrais même pas l'appréhender. Peut-être, ça se trouve, il y a d'autres univers parallèles autour de moi. Je ne les vois pas parce qu'ils n'ont pas leur correspondance à l'intérieur. Pour vous donner une image, par exemple. Imagine que moi, j'arrive, je viens vous piquer l'orteil avec une aiguille. On va crier aïe, on va avoir mal à l'orteil. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, qu'est-ce que j'ai fait quand je vous ai piqué l'orteil? J'ai activé par l'intermédiaire du système nerveux une neurone correspondante dans votre cerveau à la zone de l'orteil. Et c'est cette neurone qui est activée dans votre cerveau qui vous fait ressentir la douleur que vous croyez être au bout de l'orteil. C'est tellement vrai que si vous avez le réseau nerveux qui est coupé, comme c'est déjà hélas le cas quand les personnes ont eu des accidents de voiture et qui ont la colonne vertébrale sectionnée, je pourrais vous piquer avec une aiguille à tricoter, vous ne sentirez rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet événement extérieur qui vous touche a une résonance parce qu'il existe à l'intérieur de vous, dans les neurones. Eh bien, philosophiquement, symboliquement, c'est la même chose par rapport à la vie. Il n'y a rien qui n'existe à l'extérieur qui n'ait pas sa correspondance à l'intérieur. Sinon, on ne le ressentirait pas, on ne le verrait pas. Vous voyez? Et donc, cette histoire de résonance entre l'intérieur et l'extérieur fait que les alchimistes considèrent le monde de la matière comme étant le miroir de l'esprit, le miroir de l'âme. Et à partir de ce moment-là, les alchimistes vont commencer à considérer leur vie, leur existence, avec ce monde qui les entoure et tous les événements qui se passent, les phénomènes, les créatures, les créations, les choses, qui vont se passer autour d'eux, comme un enseignement sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont. Et donc, tout ce qui va leur arriver sont des indicateurs, comme un miroir, parce qu'on ne peut pas se voir intérieurement. L'esprit, vous pouvez le toucher, vous pouvez le mesurer, vous pouvez le peser, vous pouvez le quantifier. C'est impossible. Qui peut quantifier l'esprit, l'âme? Les événements de la vie qui vous arrivent autour. Et donc, chaque événement de la vie qui arrive, suivant que ça vous contrarie ou au contraire que ça vous réjouisse, sont là pour mettre le doigt sur quelque chose qui existe en vous. Je vais prendre un exemple. Si vous êtes quelqu'un qui est dans la dévalorisation, en soi-même, en vous-même, si vous êtes dévalorisé, eh bien, vous serez toujours en contact avec des gens dévalorisants. Tout le temps. Que ce soit votre épouse, que ce soit au travail, que ce soit vos collègues, que ce soit vos copains, que ce soit vos copines, vos enfants même, vous dévaloriseront. Et vous ne serez jamais reconnu à la hauteur de ce que vous êtes. Pourquoi? Vous allez croire que c'est une injustice, que c'est votre vie qui est comme ça, que c'est. D'autres vous diront le karma, d'autres vous diront le destin. Mais non. Vous ne pourrez jamais, personne vous reconnaîtra à votre juste valeur si vous n'êtes pas foutu de le faire par vous-même. Donc le jour où vous commencez à vous changer intérieurement, les choses vont changer extérieurement. Et c'est comme ça que l'alchimiste va pouvoir valider son parcours, même spirituel, intérieur, à travers des actes concrets à l'extérieur, à travers des résultats concrets à l'extérieur. Et donc pour l'alchimiste, maintenant, on va sortir de cet état infantile, je dirais, où l'on subit sa vie, son destin comme une injustice, ou au contraire comme une chance, ou comme un karma, comme une punition, ou comme un mauvais destin, ou parce que les autres sont méchants, etc. Et on va considérer tout ce qui nous arrive comme des initiations. Des initiations, pourquoi? Parce qu'en fait, à quoi servaient, par exemple, les écoles des mystères? À quoi servait la science initiatique? Quel est le but réel? Le but réel est affiché clairement sur le fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. L'univers et les dieux. Donc, vous commencez à comprendre, c'est normal, puisqu'on a un microcosme à l'image de macrocosme. Si vous commencez à vous connaître intérieurement, vous allez connaître l'univers et les dieux. C'est tout simple. Et le but véritablement des initiations, c'est d'apprendre à se connaître en vérité.
pas en ce qu'on croit être, à l'image que l'on a de soi. Parce que ça, c'est une illusion. Ça, c'est une écorce. Alors, c'est une illusion importante, c'est comme un vase, il est nécessaire, l'ego est important, hein, pour traverser certaines épreuves, etc. L'ennui, c'est qu'il ne veut pas changer, il se cristallise. Et la vie change, la vie est un perpétuel mouvement. D'ailleurs, même la lumière, les alchimistes la décrivent comme une lumière vivante, la décrivent comme une onde, une ondulation. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, la tradition hermétique le représente par le serpent, à cause de sa forme sinusoïdale, qui est la lumière invisible, celle qui est à l'origine de l'univers, et qui est à notre origine, et qui est nous-mêmes. Donc, finalement, pour éviter de se cristalliser dans cette illusion, nous allons appliquer ce qu'on appelle l'art des dissolutions. Nous allons dissoudre l'illusion de ce que l'on croit, cette image confortable de nous, hein, que nous avons, qu'on appelle l'ego. Hein, d'autres l'appellent la personnalité, persona, le masque. Hein. Voilà, et tout un travail là-dessus, justement, a pour ce but-là, de retrouver cette onde vive, hein, cette partie de nous, cette vie qui est réellement nous-mêmes, qui est une onde vive, qui ne cesse de couler, qui ne cesse d'évoluer, de changer, d'être en perpétuel mouvement. L'ennui, c'est que notre ego s'imagine, hein, être une image fixe, immuable, inchangeable. Parce que pour lui, changer, c'est mourir. J'ai l'impression qu'il faut qu'il perdure. Il a tellement peur de la mort, c'est-à-dire ce qu'il attend à la fin de la vie. De toute façon, on sait tous, hein, que physiquement, on arrive vers le cimetière. Hein. Le but, la finalité, c'est toujours le cimetière. Donc il est tellement obnubilé par ça qu'il a oublié son immortalité qu'il ne veut pas évoluer. C'est pourquoi, au départ, les initiations sont qualifiées de terrifiants mystères. Mais en fait, derrière se cache l'ouverture à la vie, tout simplement. À cette fluidité, à cette onde. Et ça commence déjà par l'ouverture du cœur, de savoir qui l'on est, pour être sur l'énergie, la vibration qui est la nôtre. Et là, on commence à ouvrir notre voie. Et du coup, voilà, on parle d'initiation. Certains qui pensent qu'on est dans une période d'initiation globale de la Terre. Justement, si on transpose l'alchimie en 2022, c'est cette grande discipline qui est millénaire. Comment est-ce que l'alchimie pourrait nous aider à appréhender les grands changements actuels, dans la situation dans laquelle on est en ce moment? Plus que jamais, l'alchimie s'applique à cette époque. Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous sommes à la fin d'une ère, c'est-à-dire l'ère du poisson, qui a duré 2000 ans. Nous allons rentrer dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau est liée à la collectivité. Donc en effet, on sort de cette mystique individualiste. Vous savez, l'image de l'ermite dans sa grotte, qui prie, qui médite, dans une bougie, qui se sépare du monde, qui se détache du monde et des vicissitudes de ce monde, des tentations, etc. Tout ça, c'est fini. On va arriver vers une spiritualité plutôt collective. Hein. Et ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est que nous sommes non seulement à la fin d'une ère, mais à la fin d'une ère. Et pas d'une ère, d'un âge, ce qu'on appelle l'âge de fer. Alors, si on y croit, c'est quelque chose qui est antédiluvien, hein. Ça remonte à l'Atlantide. Et c'est quelque chose qui est toute une époque, toutes nos civilisations qui se sont succédées étaient basées sur le culte de l'ego. Il fallait au départ, c'est ce qu'on dit en alchimie, au départ, on va travailler sur le vase, le creuset. Et maintenant, il est temps de revenir, de ne plus se laisser cristalliser par ce vase, c'est-à-dire le culte de l'ego roi, c'est-à-dire la loi du plus fort, celui qui écrase le plus les pieds, celui qui a raison, celui qui fracasse le plus les autres qui a raison. Cette voie-là est en train de se finir. Cette civilisation est en train de se terminer. Et en alchimie, ce qui est intéressant, c'est quand on arrive à la fin d'un cycle, commence ce qu'on appelle les dissolutions. Et les dissolutions ont commencé. Elles ont commencé, toutes les vieilles valeurs qui avant étaient en honneur, etc., avec les grands drapeaux, les idéaux, la famille, la patrie, la machin, le ceci, toute cette morale qui était, etc., c'était certes bien à une époque, même la religion, tout ça, est en train de s'écrouler. C'est en train de s'écrouler. Et d'ailleurs, elle s'auto-détruit d'elle-même. On voit les religions qui tombent dans l'intégrisme, qui tombent dans la folie. Ils sont en train de faire tomber les masques et de montrer leur véritable visage. Le visage de la stupidité, de l'ego. Et comme nous sommes collectivement faits pareil qu'individuellement, là, je ne condamne pas telle ou telle personne. C'est notre conscience collective, je dirais même subconscient et inconscient collectif, qui est en train de subir cette transformation. Alors évidemment, c'est sur des temps beaucoup plus longs que sur une personne individuelle, mais elle est en train de s'agir. Et donc en ce moment, tout est en train de se dissoudre.
Alors, beaucoup de gens veulent faire un retour en arrière en disant: «Et les vieilles valeurs et tout». Alors, on a des réactions des fois réactionnaires, conservateurs, sécuritaires, et cetera. Mais ça sert à rien. C'est un courant cosmique en plus avec l'ère du Verseau, donc on ne peut pas s'y opposer, hein. Et ce mouvement, il a pour but une évolution, c'est-à-dire qu'on commence à se tourner vers l'ère du Verseau, qui est une ère de fraternité universelle. On va commencer à œuvrer plus avec l'amour qu'avec le pouvoir, la volonté, le savoir qui écrase les autres, mais un partage et comprendre qu'on est une collectivité et qu'on ne pourra pas évoluer éternellement, individuellement, chacun de son côté, comme ça, et qu'il va falloir commencer à évoluer collectivement. Cette ère de fraternité, c'est fait qu'on va passer de l'âge de fer à l'âge d'or. C'est très intéressant, d'ailleurs, Fulcanelli disait que justement le fer était le métal qui avait le plus d'affinité avec l'or, très étonnamment. Et d'ailleurs, il considère le fer comme un or non mûr, immature. Et nous avons de la chance, nous arrivons à la fin de l'âge de fer. Et comme disait le philosophe, à ce moment-là, la matière se corrompt, se putréfie, se dissout, hein. Et pendant cette dissolution, Flamel nous dit qu'on a des fumées toxiques qui apparaissent, eh bien, la lumière va être libérée et va pouvoir monter au-dessus du tombeau. Toute la connaissance qui était cachée jusque-là, qui était réservée à une élite, qui était sous le sigle du secret, du mystère, hein, vous venez de là, la mystique vient aussi de là, va pouvoir commencer à s'ouvrir en plein jour. Et d'ailleurs, on a des secrets qui commencent à monter à la surface, on a des connaissances qui commencent à sortir, on peut accéder sur des choses Internet qu'on n'avait pas avant, qui étaient réservées dans le culte des mystères. Et maintenant, nous avons une collectivité, quelque chose qui est en train de se mettre en marche. Alors, en même temps, nos valeurs se dissolvent, la société c'est n'importe quoi, on a des crises, bon, on a le Covid, là, avec les paranos, tout ça. Les laboratoires pharmaceutiques, on voit que la science aussi est en train de montrer son vrai visage. Il n'est pas du tout ce qu'on croyait, aussi vertueux et aussi logique dans sa discipline, mais qu'il est plutôt mu par des intérêts financiers qui n'ont pas toujours un lien avec la science réellement. Il est en train de se corrompre lui-même. Et c'est très bien parce que les masques tombent. Et en même temps que les masques tombent, en même temps que les corps se dissouent, nous disent les alchimistes, cette société est en train de s'écrouler, une autre lumière est en train de monter à la surface du compost. Cette lumière est appelée à être l'étoile du matin, le nouvel âge d'or qui va bientôt arriver, là, qui s'annonce, avec l'arrivée de l'ère du Verseau. Et du coup, nous allons vers quelque chose de beaucoup plus beau. J'ai l'habitude souvent de dire, j'entends des personnes qui se plaignent actuellement, en disant: «Oui, mais le monde, nous, ce qu'on croit, on est une minorité à croire en cela, aller dans cette voie, la spiritualité, développement personnel, le monde est complètement pris dans des trucs, ils n'ont rien à foutre, à part le foot, et cetera et tout, Et j'ai dit: «Non, vous inquiétez pas». Parce qu'on voit que les personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme est de plus en plus nombreux. Moi, en 1983, on me regardait comme un fou quand je parlais de spiritualité. Comme je disais, quand j'ai fait en 86 mon service militaire, on m'appelait Krishna, donc voilà. Donc là, ça change maintenant, on peut en parler, vous voyez, ouvertement. Vous voyez, les choses évoluent, hein. Et donc ça, c'est extrêmement important et c'est très révélateur de ce qui est en train de se passer. Et comme je disais, mieux vaut une minorité croissante qu'une majorité déclinante. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. La majorité, à celle qu'on croyait jusqu'à maintenant, avec ce culte de l'ego roi dans les sociétés, dans le pouvoir, dans les sphères du pouvoir, et même partout, 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 partout. Le culte de l'ego est en train de s'autodétruire. Et cette majorité de personnes, mais c'est normal, ils y ont cru, parce que les parents nous disaient, les grands-parents, et puis c'est comme ça, c'est la culture, on voit que c'est en train de se détruire. C'est en train de se détruire. Donc nous avons une minorité croissante qui est liée à la lumière de la connaissance, à la lumière de la fraternité, à la lumière de la spiritualité, mais une spiritualité non pas élitiste, non pas une spiritualité détachée des autres, froide, hein, détachée du monde, mais au contraire une spiritualité qui s'incarne dans le monde. Ça aussi, c'est la grande différence. Et d'ailleurs, en alchimie, c'est comme ça que ça se passe. En alchimie, nous avons deux opérations. Solve, dissout le fixe, et coagula. Et tu coaguleras le subtil. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu coaguleras le volatile. Dissous le fixe, tu fixeras le volatile. Et nous sommes là en train de basculer, nous arrivons vers l'ère de tu fixeras le volatile. C'est-à-dire que le temps des
des prières ou des mystiques qui s'isolaient, qui essayaient de quitter le monde, cette vallée de larmes, les tentations du monde, de se recueillir, d'être isolés de tous, est révolue. C'était un temps, il le fallait. Et maintenant, nous arrivons vers une spiritualité qui descend, qui va s'incarner. C'est l'esprit qui va descendre dans la matière. Parce que sinon, on a toujours des gens qui vont partir de l'autre côté, qui vont s'échapper et retourner au paradis, et quitter la vallée de larmes, quitter le cycle des incarnations, et puis les autres, c'est toujours le merdier en bas, c'est toujours le même truc. Et là, c'est fini. Maintenant, l'esprit va descendre dans la matière, et donc dans la collectivité. C'est fini maintenant, ces trucs individualistes. Et c'est aussi une manière de répondre à la question de bien avant. Tu disais, voilà, les alchimistes étaient seuls dans leur laboratoire, chacun, etc. Maintenant, nous allons vers pas une collectivisation, je ne sais pas comment dire ça, quelque chose de plus collectif, et de partager. Parce que l'esprit va s'incarner dans la matière. Parce que le but de l'alchimie, c'est le mariage de l'esprit et de la matière. Pas cette guerre incessante. Tantôt on est matérialiste pur et dur, anti-spirituel, on n'y croit pas en rien. Et tantôt, on est complètement spiritualiste en considérant que le monde, la matière, c'est sale, etc. Et ça suffit. Maintenant, on arrive à ce mariage. D'ailleurs, on le voit. On le voit avec beaucoup de théories, par exemple la médecine quantique. On voit que des chercheurs, des physiciens se tournent de plus en plus vers la spiritualité. La spiritualité, elle, beaucoup moins dogmatique. Parce qu'avant, c'était les dogmes, chacun sa chapelle et tout, en dehors de notre voie, pas de salut. C'est fini, ça. Et tout le monde s'ouvre et on a cette ouverture qui est en train de se faire. Et le but, c'est d'arriver à ce mariage entre l'esprit et la matière. D'ailleurs, c'est ça la pierre philosophale. C'est la réconciliation de deux forces antagonistes. La matière est toujours empreinte, la matière grave, qu'on appelle, de la force d'attraction. Regardez la Terre, il y a un poids à chaque chose, un poids qui précipite vers le bas, qui attire vers le bas. Et inversement, la force de l'esprit, c'est la volatilisation, la spiritualisation. Dans le bien comme dans le mal. Par exemple, le mauvais côté de la spiritualisation, de cette volonté d'esprit de s'envoler, ça peut donner la drogue, ça peut donner l'alcool, parce qu'on ne donne pas l'issue à l'âme de spiritualité dans un monde idiot comme le nôtre. Donc les jeunes vont se droguer. Mais réellement, maintenant, c'est le mariage des deux. Et on arrivera à ce mariage entre solve et coagula. En introduction, tu présentais ton parcours et tu parlais du chamanisme. Est-ce que ça semble être un peu ta voie à toi? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, alchimie et chamanisme? Tout à fait, oui, oui. D'ailleurs, j'avais fait une conférence sur l'alchimie et le chamanisme. Alors évidemment, aux yeux des alchimistes puristes classiques, cette espèce d'amalgame est un peu scandaleux, honteux. On dit, voilà, encore une forme de New Age, rien à voir avec l'alchimie classique, et en fait, pas du tout. Je tiens à dire que l'alchimie, comme le chamanisme, sont des passions que j'ai depuis fort longtemps. Je dirais même que le chamanisme j'avais adoré le chamanisme et découvert le chamanisme avant même de connaître l'alchimie, plusieurs années avant. J'avais 17 ans, j'avais découvert Castaneda, je me passionnais pour le chamanisme. Et puis ensuite, bon, j'ai fait d'autres travaux en spiritualité, j'ai découvert l'astrologie, la kabbale, la mythologie, j'ai travaillé sur l'hindouisme aussi, sur toutes ces voies, jusqu'au jour où j'ai découvert l'alchimie, qui était en fait la racine de tout cela. Et puis donc, j'avais d'un côté ma passion de l'alchimie, de l'autre côté le chamanisme. Mais deux choses qui n'avaient rien à voir, que je travaillais en parallèle. Et ça durait très longtemps. Je travaillais sur les classiques de l'alchimie, de la littérature alchimique. Et de l'autre côté, de temps en temps, j'allais voir un chaman, etc. Et j'avais cette passion du chamanisme qui m'est restée. Jusqu'au jour où il m'est arrivé une initiation, où franchement, j'ai vécu tous les protocoles de la voie brève en alchimie, en vision et tout, et avec une connaissance pointue, alors que les chamans n'ont même pas de tradition écrite. Donc, ils n'ont pas accès aux connaissances de l'hermétisme, de l'alchimie traditionnelle, ni aux écoles des mystères. Et je pense que ce sont les ancêtres de ce qu'on appelle les maîtres dans l'art des transmutations, qui ont pour but de nous amener à l'éveil, en fait. C'est ça l'alchimie. Et on retrouve ça dans le chamanisme. D'ailleurs, quand je parlais des écoles des mystères, qui sont les premiers maîtres? Si on veut voir vraiment la véritable origine de l'alchimie, eh bien, il faut remonter dans les tribus dites, entre guillemets, primitives. Et c'est dans ces tribus primitives que vous allez retrouver les premiers maîtres de ce qu'on appelle l'art des transmutations, de l'âme, évidemment.
hein. Alors c'est intéressant parce que dans les tribus dites primitives, il y avait 2 castes sacerdotales et encore ça dépend des tribus. Dans celles qui manipulaient la forge, hein, vous aviez le forgeron et le chaman. La caste sacerdotale la plus importante, sacrée donc, hein, celui qui avait un rôle dans la tribu la plus sacrée, c'était le chaman. Ensuite venait le forgeron. Hein. Alors c'est très intéressant parce que nous allons voir qu'en alchimie, justement, comme par hasard, l'alchimie, qui est l'école hermétique issue des l'école des mystères, a pris 2 supports, qu'on appelle l'archimie, l'ancêtre de la chimie métallique, qui descend des corporations secrètes de forgerons. Hein. On apprenait des secrets des particuliers pour obtenir de l'or par fusion ou autre, etc. Et puis, vous avez l'autre orientation. Donc, dans cette orientation-là, tous les alchimistes recherchent la poudre de transmutation métallique. Donc, la pierre philosophale, appliquée au règne métallique, uniquement. Et puis, vous avez l'autre orientation des alchimistes, qui est moins connue dans la tradition populaire et qui l'est très chez les alchimistes, c'est ceux qui visent la recherche de la médecine universelle. La recherche de la médecine universelle, c'est l'autre support qu'ont pris les hermétistes, à savoir la spagyrie, qui est l'ancêtre de la chimie médicale. Alors, c'est intéressant parce que dans cette voie-là, la pierre philosophale est appliquée au règne humain, et non pas au règne métallique. Et donc là, on comprend que ces alchimistes-là descendent de la tradition des chamans, qui eux-mêmes étaient des médecines man. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on retrouve les mêmes protocoles. Par exemple, en alchimie, ce qui est commun avec le chamanisme, et ça c'est vraiment récurrent, c'est qu'en alchimie, tout est vivant, y compris les métaux. On considère les métaux comme vivants et doués d'esprit. On parle d'esprit métallique en alchimie. D'ailleurs, c'est très difficile de savoir en alchimie, quand ils parlent de certaines recettes, qu'on vous dise de prendre tant de métal de ceci, tant de métal de cela, on ne sait pas trop s'ils parlent du métal ou de l'esprit métallique. Hein. Il faut savoir d'ailleurs que pour le fer, l'esprit métallique du fer, c'est Mars. Alors c'est lié à une planète, etc., mais à une divinité avec toute une histoire. Vénus pour le cuivre, etc. Donc c'est très important de se rendre compte de cela parce que nous avons en commun avec les chamans de considérer que tout est vivant et tout a un esprit. Autre chose encore, pour les alchimistes, tout est originellement spirituel. Donc quand on va travailler sur l'esprit des choses, on va travailler en amont des phénomènes et des événements. Et donc on considère que l'esprit est la racine de toute chose. Et toute chose est originellement spirituelle. Ce qui fait que quand on veut résoudre une chose, on va travailler sur sa racine, on va travailler sur son esprit. C'est exactement ce que font les chamans. Par exemple, dans la voie de la médecine, en chamanisme, des fois c'est très étonnant, vous allez voir un chaman, vous imaginez qu'il va vous faire prendre des potions 3 fois par jour, etc., avec des ablutions pour nettoyer votre corps, etc. Ça peut arriver, mais surtout il va faire des choses très bizarres. Il va vous faire prendre des plantes, vous faire pleurer, crier, vomir. Vous allez avoir des fois des incantations, des rituels magiques, il va se mettre à danser, il va implorer des esprits. Pourquoi? Parce que le chaman ne va pas travailler sur le corps de la maladie, mais sur l'esprit de la maladie. D'ailleurs, c'est intéressant, en alchimie, on a un protocole de base qui nous dit « la racine de nos corps est en l'air et leur chef est en terre ». Leur chef, leur tête. Ça veut dire quoi? En alchimie, tout ce qui est lié au haut est lié au subtil, spirituel. Parce que dans l'univers, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas dans le cosmos. Donc pour les alchimistes, ce qu'ils appellent le haut, c'est le subtil, le spirituel. Et ce qu'ils appellent le bas, c'est ce qui est dense, matériel, physique. Donc si on reprend cette phrase, la racine de nos corps est en l'air et leur chef est en terre, eh bien il faut comprendre que la racine de tout corps est spirituelle et sa manifestation est matérielle, en terre. Donc vous comprenez, contrairement à la médecine occidentale, je dirais, cartésienne, rationnelle de la science, qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, a fait des travaux extraordinaires. Ils ont quand même éliminé la peste, ils ont quand même éliminé des fléaux qui étaient terribles, grâce à la science. Mais ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas tué la maladie, ils ont tué le corps de la maladie. Ils n'ont pas tué sa racine, qui est l'esprit. Ce qui fait que cette maladie va renaître sous d'autres formes. Et quand on parle de grands fléaux, on parle des fois de maladies très contagieuses. Alors, je ne veux pas parler du Covid, là, ce n'est pas le sujet. Mais on va voir que, par exemple, ces maladies-là ont disparu, c'est vrai, mais apparaissent de nouvelles maladies qui se répandent comme des véritables contagions, des véritables fléaux, alors que ces mêmes maladies ne sont absolument pas virales ni contagieuses.
peux parler, par exemple, de la recrudescence d'AVC et de cancer, et qui se répandent comme la peste, comme un véritable fléau. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué le corps de la maladie, mais pas sa racine. Et il renaît. Et donc le chamanisme va travailler sur la racine des maladies, c'est-à-dire leur esprit, ce que fait l'alchimiste aussi. Et nous sommes là dans le même protocole. La racine de nos corps est en l'air et leur chef est en terre. Donc voilà ce qui m'intéresse dans le lien entre le chamanisme et l'alchimie. C'est une science aussi, les alchimistes se disaient philosophes de la nature. Nous employons en alchimie et en hermétisme un langage codé, un langage particulier qu'on appelle la langue des oiseaux ou la kabbale hermétique. Ce langage a pour but non pas seulement de comprendre des textes savants, élaborés, alambiqués, mais aussi pour but de comprendre l'art imagé, c'est-à-dire l'art hiéroglyphique, l'art des sculptures. Et le but réel, avoué, qui est derrière, c'est que derrière cette connaissance se cache la connaissance de l'interprétation du grand livre vivant de la nature. C'est pourquoi les alchimistes se surnommaient philosophes de la nature. Et ils partent du principe que la nature tout entière est un grand livre vivant à 3 dimensions. Chaque créature, chaque création, chaque événement est un hiéroglyphe secret dans le grand livre vivant de la nature. Qui a quoi comme raison? De raconter l'histoire de cette vive lumière, de cet esprit qui est à l'intérieur de nous et qui est en chacun de nous. Alors vous voyez, quand d'ailleurs les alchimistes se disent philosophes de la nature, c'est-à-dire quand ils disent que l'alchimie est la science de la nature, ils n'entendent pas dire par là que c'est une science qui étudie la nature, comme la biologie, la géologie, la météorologie ou je ne sais quoi. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas une science qui va interpréter comment la nature fonctionne, pas du tout. C'est une science qui nous vient directement de la nature, que l'on considère comme vivante et beaucoup plus intelligente que nous. C'est la sagesse de la nature, qui est une entité vivante, qui est une âme, et qui va nous parler à travers ces écrits, qui sont tous les éléments de la nature. Donc nous sommes vraiment dans le même protocole que le chamanisme, et il y a des points beaucoup plus communs. Certes, à la différence du chamanisme, nous avons une tradition écrite, voire hiéroglyphique. Dans le chamanisme, tout est oral. Hein, mais le fondement est le même. Et d'ailleurs, si on rencontre des vrais chamans, et quand je parle de vrais chamans, je parle de maîtres chamans. Hein, je parle de maîtres chamans, c'est des maîtres dans l'art, des transmutations de l'âme. Vous allez voir qu'ils vont vous transformer, qu'ils vont vous changer profondément, et qui connaissent parfaitement les protocoles du grand œuvre. C'est pas qu'ils y connaissent en fait, c'est qu'ils ont su se mettre au diapason à travers cette onde vive qui a créé la nature et qui est en nous-mêmes, et qu'ils la laissent couler et la laissent les guider. Ainsi inspirés, cette onde vive les guide, et nous nous retrouvons plongés en plein dans les protocoles du grand œuvre alchimique. En fait, en ce qui me concerne, moi, je suis très content de pouvoir donner des formations à Genève. J'ai eu la chance de rencontrer Stéphane et de pouvoir intervenir pour une conférence en février 2020, dans le cadre de l'Institut des Pléiades, et donc à Genève. Et on avait eu donc comme but, justement, comme projet plutôt, de mettre en place des formations régulières sur l'ésotérisme alchimique. Pour ma part, j'ai 8 modules. Attention, quand je parle d'un module, c'est quasiment un week-end chacun. Alors, certains modules se font en une seule journée. Et nous allons donc mettre en place tout le cursus de ces 8 modules, à savoir d'abord l'introduction à l'ésotérisme alchimique. Nous avons ensuite alchimie et tradition initiatique. Alors, dans l'introduction à l'ésotérisme alchimique, nous allons aborder qu'est-ce que le grand œuvre. Alors, vraiment dans la tradition occidentale. Là, je suis vraiment, moi, dans la tradition. J'aime bien l'adaptation au monde moderne, mais c'est pas tout et n'importe quoi du New Age par rapport à l'alchimie. On va vraiment travailler dans la tradition alchimique par rapport aux auteurs anciens. Qu'est-ce que le grand œuvre? D'abord, qu'est-ce que l'hermétisme? D'où découle l'alchimie? Qu'est-ce que c'est qui est enseigné dans les écoles des mystères? Quels sont les principes de base de l'hermétisme? Quels sont les champs d'application? Qui est Hermès? Parce qu'on parle d'hermétisme, il faut parler d'Hermès. Qui est Hermès Trismégiste, qui est le père des alchimistes? On se réclame tous les alchimistes occidentaux de la tradition. Et puis nous allons aborder le grand œuvre, à savoir d'abord qu'est-ce que c'est que l'œuvre noire, l'œuvre blanc, l'œuvre rouge. Qu'est-ce que c'est, quel est ce principe que l'on appelle le mercure? Quel est ce principe qu'on appelle le soufre? Quel est ce principe qu'on appelle le sel? Nous allons voir quelle est la prima materia sur laquelle l'alchimiste va œuvrer pour pouvoir élaborer sa pierre philosophale, qu'on qualifie prima materia d'horrible dragon, puisque c'est un principe inverse.
hein. On l'appelle Saturne, certains l'appellent Satan, hein, et ce principe adverse, nous allons le transmuter pour en faire ce qu'on appelle le don de Dieu, qui est la pierre philosophale. Nous allons voir ensuite quels sont les 4 régimes qui sont liés aux 4 éléments. Qu'est-ce que c'est la terre, l'eau, l'air, le feu, à savoir l'état solide, liquide, gazeux, igné de la matière. À quel état ça correspond dans notre laboratoire intérieur. Nous allons voir aussi l'artifice secret, hein, les 7 opérations qui sont liées aux 7 couleurs de l'œuvre. Nous allons voir après l'alchimie et tradition initiatique. Ah oui, j'ai oublié de parler de la voie brève et de la voie longue. Nous allons voir ensuite l'alchimie et tradition initiatique, parce que l'alchimie est la racine des sciences occultes et nous la retrouvons en tant que art des transmutations derrière toute science initiatique digne de ce nom, même si elle ne porte pas le nom obligatoirement d'alchimie. Mais nous retrouvons ce protocole de transmutation dans toutes les sciences initiatiques. Et d'ailleurs, nous retrouvons l'alchimie, nous verrons l'alchimie sous l'œil de l'astrologie. Il faut savoir que tous les alchimistes occidentaux, jusqu'au Moyen-Âge, même jusqu'à l'Antiquité, étaient astrologues, ils connaissaient parfaitement l'astrologie. Nous allons voir avec l'œil de la Kabbale, hein, que dire hein, quand Flamel parle du livre d'Abraham le Juif, hein, à travers son livre, justement des figures hiéroglyphiques, nous verrons le rapport et les traces de Kabbale qu'il y a dans l'alchimie occidentale. Alors il y aura aussi le soufisme qui est apporté. Nous allons aborder aussi l'alchimie sous l'œil oriental. Nous allons voir l'alchimie, le rapport, par exemple, dans l'alchimie bouddhisme. Et nous verrons l'apport qui sera venu via la voie de Dionysos, qui est apporté en France par la biais de la Grèce, qui arrivera après en France. Et nous verrons le rapport, par exemple, entre ce qu'on appelle les 7 régimes du feu secret des sages et les fameux 7 chakras. Nous allons aborder ensuite l'alchimie et la langue des oiseaux. Alors, la langue des oiseaux, c'est quelque chose de très particulier. C'est un module 3 qui dure 2 jours complets. Dans ce module, nous allons apprendre à connaître quelle est cette langue des oiseaux, qu'est-ce que c'est que cette langue dont tout le monde parle, la langue des oiseaux, qu'on retrouve dans différentes traditions, et comment on la retrouve dans l'alchimie à travers ce qu'on appelle la Kabbale hermétique. Alors au départ, la Kabbale hermétique, elle a plusieurs niveaux. Il y a une Kabbale dite, alors Kabbale du latin Caballus, un cheval, en référence au cheval ailé Pégase. Et donc, cette Kabbale hermétique a pour but, d'une part, de faire passer des messages codés, des messages subliminaux, à travers les écrits, à travers une autre technique qu'on appelle l'art des maîtres imagiers, ou l'art hiéroglyphique. Et nous verrons à peu près des sculptures, des monuments, etc. Comment faire passer tout un enseignement alchimique très élaboré à travers l'art des images. Et nous verrons un peu plus loin que finalement, cette langue subliminale est un langage qui nous vient de la nature elle-même. Hein. D'ailleurs, à un tel point que la vie elle-même se manifeste à travers cette langue. On le fait nous-mêmes à travers les lapsus que l'on peut faire, des gestes quand on parle, etc. Et ça va beaucoup plus loin, puisque nous allons rentrer dans le grand livre de la nature vivante, apprendre à décoder un petit peu les messages, les créatures comme hiéroglyphes secrets du grand livre de la nature vivante. Nous allons ensuite aborder l'alchimie psychique et spirituelle. Nous allons faire le rapport, quels sont les différents étages de l'âme, de la psyché que nous avons en nous-mêmes, et les différents produits du laboratoire, les différentes phases de l'œuvre. Hein. Nous verrons le rapport avec les 4 éléments et les 4 étages de l'âme de la psyché. Nous allons voir aussi le rapport entre le microcosme et le macrocosme, comment cela s'intègre en nous-mêmes, comment par exemple nous retrouvons en nous-mêmes les 4 règnes de la nature, à savoir minéral, végétal, animal et humain, qu'on retrouvera en nous-mêmes à travers d'abord le système osseux, minéral, le système végétal à travers le système musculaire, le système animal à travers le système sanguin et le système humain à travers le système neurologique. Et nous verrons que ces 4 plans correspondent, agissent sur notre psyché, parce que notre corps agit sur notre âme, et nous verrons qu'ils agiront à travers d'abord le plan physique, pour le corps physique, ensuite le plan énergétique vital que nous avons avec les pulsions vitales à travers le règne végétal, en nous-mêmes, et puis nous verrons ensuite le plan astral émotionnel, ce qu'on appelle le plan émotionnel affectif, qui est lié au monde animal, et puis le monde mental, qui est lié au monde humain. Nous verrons après qu'il y a encore des règnes au-dessus, puisqu'il y a les règnes angéliques, archangéliques, divins, ce sont les 3 règnes au-dessus. Voilà, nous verrons tous ces rapports, hein, avec le microcosme, le macrocosme. Nous allons ensuite aborder l'alchimie et magie. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on part du principe que la racine de nos corps est en l'air, et leur chef est en terre. Et que donc, la connaissance des esprits, qui est la racine de toute chose, qui est à l'origine et en amont des événements,
Cette connaissance des esprits est un moyen extrêmement puissant occulte pour pouvoir agir sur les événements en amont. Et qu'on peut commencer à transformer sa vie en travaillant sur les esprits. Comme je vous parlais au départ, quelqu'un qui a une dévalorisation est toujours dans une situation de dévalorisation. Plutôt que de lutter contre ces situations, contre les gens qui les dévalorisent, de vouloir s'affirmer coûte que coûte alors que personne ne vous écoute, on va travailler en amont, on va travailler sur l'esprit de dévalorisation. Et quand cet esprit sera résolu, eh bien, à partir de ce moment-là, dans la matière, les phénomènes se manifesteront. Nous verrons comment travailler en amont des maladies. Qu'est-ce que l'esprit d'une maladie, par exemple? C'est un conflit, tout simplement. Un conflit psychique et l'esprit d'une maladie. Et comme en alchimie, tout ce qui est lourd, dense, épais dans un liquide finit toujours par tomber au fond du vaisseau, on appelle ça la décantation, eh bien tout conflit finit par tomber au fond du vaisseau, c'est-à-dire à se manifester sur le plan physique, puisqu'on avait vu que ce qui était dense, physique, matériel, correspond à ce qui est en bas. Donc quand les impuretés tombent au fond du vaisseau, elles se manifestent sur le plan physique. C'est ce qui se passe avec les maladies, qui sont la manifestation physique d'un conflit préalable qu'il y avait sur le plan psychique. Et des fois même les conflits événementiels, physiques, qui se passent, que ce soit des accidents, des relations, des problèmes, ne sont que la condensation d'un conflit préalable. Donc on va travailler sur ces conflits en amont. Voilà, on va travailler aussi avec l'esprit des éléments, l'eau, la terre, etc. Pourquoi apprendre à se laver, à se nettoyer, à se régénérer, à se libérer de vieux conflits, de vieilles choses qui nous empêchent d'évoluer, pour apprendre à avancer de manière libre. Le but d'Alchimie Magie, c'est que chacun en soi-même, notre esprit en nous-mêmes, que nous redevenions maîtres dans notre laboratoire, dans notre microcosme, et que, quelque part, nous devenons le roi de notre propre royaume. Le but n'est pas d'imposer sa volonté ou sa loi aux autres, mais de faire régner son ordre en soi, et de refuser les conflits des autres, même si c'est des conflits collectifs, que ce soit la tristesse, la haine, la jalousie, la colère, la rancœur, qui nous viennent soit des parents, des arrière-grands-parents, de la culture, de la société, apprendre à faire régner son ordre intérieurement. Voilà. Ensuite, nous allons aborder l'alchimie, l'école des passeurs, car nous verrons que tout ce qui est art des transmutations est la science des passages, passage d'un état à un autre état. Cet art délicat des passages est qualifié d'art des passeurs, et nous verrons d'ailleurs qu'Hermès est un passeur, parce que toute la science hermétique, Hermès étant le messager des dieux, est un intermédiaire. Un intermédiaire en tant que messager entre l'expéditeur et les destinataires. Donc, réellement, Hermès, c'est un intermédiaire, et donc la science hermétique est la science des intermédiaires. L'alchimie en tant qu'art des transmutations, la transmutation étant un passage d'un état à un autre, et donc par excellence, la science des intermédiaires. Nous allons travailler dessus. Et puis nous continuerons, parce qu'il y aura le niveau 8, le niveau 7, l'alchimie et tarot. Nous allons voir qu'effectivement, en alchimie, il y a 7 opérations qu'on appelle l'artifice secret, qui vont être réitérées dans chaque œuvre, à savoir l'œuvre noire, blanc et rouge. Ce qui nous donne 3 x 7, 21. Ce sont les 21 arcanes aux cartes numérotées du tarot. Et il y a la matière secrète, qu'on appelle le mercure en alchimie, et que les alchimistes considèrent et qualifient de fou et de pèlerin du grand œuvre. Or, ce fou et le pèlerin du grand œuvre, on le trouve à travers l'arcane sans nombre, le mat, le pèlerin, qui est représenté par un pèlerin, poursuivi par un chien. Donc nous verrons ce rapport entre la matière et les différentes opérations du tout grand œuvre, représentées par les 21 arcanes numérotées. Nous verrons tout le rapport entre les arcanes et l'iconographie alchimique, mais aussi le rapport entre les arcanes et des phases très précises ou des matériaux très précis du grand œuvre. Et nous finirons en beauté avec la visite, alors soit en direct si on peut en présentiel, soit par projection photo, parce que pour le moment c'est difficile avec les monuments historiques, de grands monuments alchimiques, les plus grands monuments qui puissent exister dans ce qu'on appelle les demeures philosophales, à savoir le château ou le palais Jacques-Cœur, qui est à Bourges, et l'hôtel L'Allemand, qui est carrément un lieu de pèlerinage pour les alchimistes, l'hôtel L'Allemand de Bourges. Ce sont des monuments de l'art gothique dans lesquels, en fait, les maîtres imagiers, les sculpteurs, ont représenté tout le grand œuvre à travers des scènes, des personnages, des allégories. Nous verrons aussi le manoir de Dampierre, et nous verrons aussi d'autres monuments alchimiques, comme par exemple le tambour de François II. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du programme que j'ai l'intention, ou j'aimerais bien présenter avec les Pléiades, l'Institut des Pléiades, qui auront lieu en présentiel ici à Genève, régulièrement.